Alain Manoukian, vous dirigez depuis 2003 un cabinet de coaching qui accompagne les entreprises dans le changement. Avant cela, vous avez eu un parcours vous-même de 20 ans en entreprise. Jean Viard vient de nous dire « Le temps libre est un temps caractérisé par son auto-organisation ». Vous vous occupez de structurer vous-même votre temps libre. Contrairement à l'entreprise, qui a un temps, elle, extrêmement encore hiérarchisé, en tous les cas, dans notre société, où c'est le patron, je vais le dire avec mes mots, c'est le patron qui dit « voici comment on fait, on entre à telle heure, on sort à telle heure, et pendant tout ce temps-là, on organise l'ensemble de la machine comme je l'ai décidé ». Alain Manoukian, voici ma question. Vous vous occupez précisément de ces chefs d'entreprise qui viennent vous trouver à un moment donné et qui disent « Vous savez, il y a un problème dans mon entreprise, je ne sais pas, ça se disloque, je n'ai plus mon chiffre. » Ils viennent pour un problème d'abord de chiffres. Je vous laisse continuer l'histoire. Ils viennent pour un problème de chiffres et souvent, ils renvoient à l'image que finalement, ils sont en dehors du problème. Et la problématique, c'est comment se situe le chef d'entreprise pour permettre à l'homme réellement d'exister. Et la caractéristique traditionnelle et fascinante à la fois et à la fois surprenante, c'est que le chef d'entreprise ne s'inclut pas dans ce processus. Et le processus, c'est que lui fait partie effectivement du système et que lui doit changer son paradigme avec une théorie que j'appelle la théorie de renversement, qui a été mise en œuvre d'ailleurs dans un ouvrage qui s'appelle Employer First, Customer Second, qui relate que le principal client du chef d'entreprise, c'est le collaborateur et c'est l'équipier. Donc ça veut dire un renversement de tendance et le paradigme à un moment donné pour faire ensemble, dans une logique du on est pratiquement en l'ère du verso, pratiquement au niveau de l'astrologie, de faire du co-participatif, du co-développement et transformer les ratios et les rapports que le chef d'entreprise, que les dirigeants, que les managers ont effectivement avec le collaborateur pour faire du lien et du liant, comme on a expliqué notamment. Un mot sur le terme très dévoyé et très confus de coach. Le coach doit s'entendre comme étant celui qui ne connaît rien au métier du chef d'entreprise, mais qui vient à un moment donné l'accompagner parce que ce dernier, dans son développement, a un souci qu'il ne parvient pas à définir. La mission du coach est de rendre l'autre autonome. Autrement dit, au moment où le chef d'entreprise reprend son parcours, où il a trouvé sa solution, le coach a gagné. C'est fini, il disparaît. Ce que j'aimerais vous demander, Alain, c'est la question suivante. Autrement dit, tout votre job, quand le chef d'entreprise vient vous trouver, c'est d'abord de diagnostiquer la difficulté, et elle est où généralement? Elle est en lui. On l'a énoncé au tout début, et lorsqu'on disait effectivement que remettre l'humain au centre de l'organisation, ben ça nous renvoie simplement à nous dirigeants, nous managers, à nous-mêmes. Et c'est un peu le Yoda, c'est un peu la force obscure que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes qu'il faut dévoiler avec toute la face cachée. Alors ça paraît un peu surprenant ce que je dis, mais c'est l'essentiel, c'est en nous en tant que manager. Et le dirigeant lui-même doit regarder, doit se mettre dans un espace de temps et de lieu qui lui permet de poser sa problématique. Et notamment le coaching permet effectivement ça, de poser effectivement la problématique pour qu'il puisse y aller. Et souvent, bon, c'est vrai qu'en tant que dirigeant, on a plutôt une approche de Rambo. Hein. On a une tendance à un petit peu à tout savoir sur tout, et ce qui est logique, parce qu'on a les convictions, mais des fois on confond les convictions et les certitudes. Et c'est là où ça peut pêcher. En gros, disons, moi, je n'ai pas de problème, en gros, mais mon manager, celui-ci, attention, parce qu'il faut le recadrer. Je le reformule autrement encore. Généralement, vous diagnostiquez que la vraie difficulté du chef d'entreprise se trouve dans le lien ou l'absence de lien qu'il ne parvient plus ou qu'il ne parvient pas à tisser avec ses collaborateurs. Il est dans une position plus hiérarchisée que dans une position de collaboration. C'est un peu ça que vous constatez? Oui, c'était ça. C'est vrai que ce que j'appelle moi la performance responsable, notamment, c'est à la fois pour un chef d'entreprise faire du profit, la rentabilité, la performance économique, mais à la fois faire du lien social et être en mesure d'être avec, et non pas au-dessus des personnes, mais être avec. Et souvent, les managers et les dirigeants, par le temps court, la pression permanente des actionnaires, la pression effectivement de son organisation, sont focalisés sur une gestion plutôt par le stress, par la peur, par la terreur, plutôt que par les valeurs. Et
Ce lien social est à recréer peut-être à l'intérieur de l'entreprise, dans ce lien pour être effectivement avec les personnes, pour faire et souvent on oppose, c'est du ou, et de la performance économique parce qu'il faut absolument l'avoir, et le côté liant et lien qui est absolument indispensable, et souvent c'est le ou qui nous enferme dans le fait d'être soit trop gentil dans son rôle de manager ou de dirigeant, ou trop directif dans une approche d'ego mal placée. Le temps de l'entreprise ne correspond plus au temps auto-organisé de notre temps libre, dit Jean Viard. Je constate effectivement, dit Alain Manoukian, que dans l'organisation de l'entreprise, il y a des liens humains qui n'existent plus et qui sont déjà, qui n'existent plus ou qui n'existent pas, pardon, qui sont en contradiction avec ceux du temps libre et qui ne sont donc plus vecteurs de croissance. Je résume bien jusque-là? Oui. Oui. Jean Viard, commentaire. Et ensuite, mesdames et messieurs, questions pour vous dans la salle. Non, mais les deux propos ne sont pas en opposition. Ils sont juste dans la continuité. Complètement contradictoires. Ils sont juste dans la continuité. Et je pense, si vous voulez, en plus, qu'on est dans une société où, effectivement, le stress est un moyen d'organisation extrêmement fort. C'est d'ailleurs pour ça qu'une des grandes questions des gens, c'est de se déstresser. Et on pourrait dire, si vous voulez, pour rajouter, que l'art de se déstresser devient un enjeu majeur. Il y a une chose qui est amusante. Vous regardez, par exemple, les gîtes ruraux. Ceux qui marchent le mieux, c'est lesquels? C'est ceux d'Île-de-France. Parce qu'ils sont au bout du RER, mais vous allez à Dourdan en gîte rural, ça vous a pris 1h15 et vous êtes complètement déconnecté. Et donc, si vous voulez, du coup, on est dans des ruptures, des courts séjours, des cours d'épargne. Et il faut qu'on apprenne, il y a une culture de ça. Savoir se débrancher du téléphone, savoir se débrancher d'Internet. De temps en temps, ponctuellement. C'est bien les sociétés de vitesse, on fait plein de choses, je vais pas les... Mais on est dans l'enjeu de prendre pouvoir sur le temps, de prendre pouvoir sur les ruptures. Avant, on était des gens fatigués par l'effort. Aujourd'hui, on est des gens fatigués par le stress. Mais ce n'est pas du tout la même façon de se recharger, de redevenir créatif, etc. Et je dirais qu'au stress dans le travail correspond une densité des temps libres et des temps courts, et qui sont effectivement en train de se restructurer. Je crois qu'il faut penser les deux en même temps, et c'est d'ailleurs aussi une des difficultés dans les milieux sociaux. Bon, on ne part pas en vacances, c'est à l'inverse. Vous prenez les jeunes de banlieue en difficulté, ils partent quasiment jamais en vacances. La plupart du temps, ils n'ont jamais pris un train. Personne ne s'occupe qu'ils partent en vacances, parce qu'il n'y a pas de responsabilité politique en France pour le départ en vacances. Les mairies ne sont pas responsables du départ en vacances, etc. C'est indifférent. Mais en réalité, dans une société de mobilité, dans une société de discontinuité, la part de la société qui n'est pas dans la mobilité, qui n'est pas dans l'apprentissage du déstressage, qui n'est pas aussi dans l'apprentissage de l'autre, parce qu'il ne va pas le voir, ben cette part-là, on a du mal à l'intégrer. Alors, parole, on a quelques minutes pour que vous puissiez prendre la parole à votre tour, interroger Jean Viard, interroger Alain Manoukian, soit témoigner effectivement sur cette discontinuité finalement de l'organisation des temps entre le temps de l'entreprise et le temps libre. Pardon. Y a-t-il dans la salle des questions? Je vous en prie. Levez-vous, présentez-vous, posez votre question, merci. Nicolas Massy, je suis président de l'association de Paris et 92. Dans notre environnement de proximité, on a de plus en plus de cadres qui tentent l'aventure ou sont poussés à devenir auto-entrepreneurs. Je ne parle pas du statut en tant que tel, mais par rapport à votre réflexion, M. Viard, c'est finalement passer d'un statut cadre où j'ai un N+1 à je reprends la main sur mon temps global de vie, personnel et professionnel. Et je croise complètement les deux. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez ça par rapport aux 35 heures et tout le reste? Mais si vous voulez, on peut mettre ça, on peut mettre aussi le développement massif des gens qui ont une deuxième activité à côté de la première, qui n'est pas que liée à des raisons économiques. Et d'ailleurs, cette deuxième activité pourrait être ou politique ou sociale, elle n'est pas forcément financière. Bon. Et il est clair, je pense, qu'on est dans une société où on va vers ce type de modèle. Parce que, d'abord, le changement est tellement rapide. La vitesse de changement de la société est tellement rapide que pour arriver à l'apercevoir, il faut avoir une multiplicité de capteurs. Parce que jamais le monde n'a changé aussi vite d'un point de vue technologique, scientifique, médical, géostratégique, etc. Et ça n'a de faire que s'accélérer, parce que plus l'humanité se réunifie, plus elle a des réseaux, plus l'accélération est là. Donc ça, c'est la première chose. Mais sur la deuxième, si vous voulez, je pense que c'est une tendance de fond. Pourquoi? Moi, j'ai une tendance à dire les choses autrement. Regardez ce qu'on investit dans chaque cerveau. Quand on a fabriqué un étudiant Bac+6, au fond, on a mis 200 000 € d'argent public dans cette tête et les parents ont à peu près mis autant pour l'éduquer jusqu'à 26, 27 ans. Et ce capital, c'est comme la bourse. Il y a beaucoup plus d'argent dans la rue que dans la bourse, en réalité.
à partir de cette accumulation de savoir considérable dans les cerveaux. Et la vraie question, c'est d'une part de la régénérer, d'autre part de la laisser s'exprimer. Et je pense que si les gens veulent s'approprier leur temps, s'ils veulent aller vers la micro-entreprise, c'est en partie pour ça. Regardez Paris, il y a 50 000 cadres ou techniciens entre 30 et 50 ans qui quittent Paris tous les ans, 50 000, parmi les mieux formés, avec leur famille, parce que même bien payés, Paris avec 2 gamins, c'est la galère. Ou alors il faut gagner des fortunes. Alors qu'effectivement, s'en aller à la province, aller dans une petite ville, on gagnera peut-être moins, mais on va gagner énormément en qualité de vie du couple, en qualité d'éducation des enfants, etc. Donc on voit bien comment notre modèle, les gens se battent pour s'approprier une certaine qualité de vie. Alors il y en a évidemment qui n'ont pas de choix, mais ceux qui ont du choix, ben, ils vont aller de plus en plus vers ces modèles. Mais moi, je pense que c'est extrêmement enrichissant parce que qu'est-ce qu'on fait dans les entreprises? Qu'est-ce qu'on externalise? Regardez tous les boulots qu'on externalise. Les conseillers financiers, les conseillers stratégiques, c'est bien, c'est la même chose parce que c'est des gens qui travaillent dans plusieurs entreprises et qui, au fond, deviennent des passeurs d'innovation. Et dans une société où l'innovation est aussi rapide, on a tous besoin de passeurs d'innovation. Et c'est d'ailleurs un des gros défauts des trucs publics. C'est que dans l'administration publique, je dirais, il y a beaucoup trop de fonctionnaires par rapport à tous ces gens qui ont des expériences d'ailleurs. Moi, je le vois bien comme élu local, je veux dire. Hein. Et je pense que, bon, je ne veux pas dire qu'il y a trop d'employés dans la fonction publique, ça on va me faire jeter. Mais je pense quand même que ces mélanges entre les gens qui sont dedans et les gens qui ont un pied dedans, un pied dehors, c'est quand même là qu'est la créativité. Pour l'individu, mais aussi pour les entreprises. Alain Manoukian, vous connaissez des cadres qui comme ça sont venus vous trouver disant « je vais basculer, je bascule ». Et ce qui est intéressant dans cette approche, notamment les auto-entrepreneurs que je reçois dans mon cabinet depuis 10 ans maintenant, c'est leur offrir du temps, justement, du temps pour se poser à un moment donné et se poser un certain nombre de questions. Et les questions qui se posent, ce n'est pas sur du hard, hein, c'est sur du soft. Ce n'est pas des procédures dures sur les outils, c'est en fait des procédures molles. C'est tout ce qui, effectivement, a trait à leur façon de faire, façon d'être, sur leurs compétences, mais aussi sur leur comportement. Et là, j'ai un peu un modèle, une forme de CEC, ce n'est pas une nouvelle banque, hein, c'est peut-être la banque de lettres. CEC, C comme confiance, E comme énergie, C comme courage. Ces 3 notions, ce sont des notions fondamentales pour une personne pour se régénérer et trouver effectivement l'énergie en elle. Lorsque je décris effectivement les 11 piliers fondamentaux par rapport à une personne, ces 3 sont vraiment excessivement importants. Le premier point, c'est l'énergie. Est-ce que vous, en tant que manager, en tant que dirigeant, vous pensez à votre énergie? Qu'est-ce qui vous pompe de l'énergie? Qu'est-ce qui me ressource? Qu'est-ce qui me met en action? Comment je me ressource? Comment je mets de l'essence dans ma voiture le matin? Si vous n'êtes pas en énergie vous-même, vous ne pourrez pas la communiquer à autrui. C'est absolument indispensable de l'avoir et d'être content de l'avoir et de la maîtriser. Le deuxième point, c'est le courage. Pas mal de chefs d'entreprise ou de managers, voire d'auto-entrepreneurs, ont du mal à se situer et notamment ont du mal à dire non. Courage de dire non, de dire oui, de se positionner. Troisième élément qui est peut-être le plus central, c'est la confiance. La confiance en soi, dans son cadre, la confiance en l'autre. Pour établir cette confiance, cette approche du co, notamment que je disais tout à l'heure, qui permet finalement l'intelligence collective. On ne peut plus manager aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des managers dire motiver les gens. Mais on ne peut pas les motiver. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Michel Crozier. Il dit on ne motive pas les gens. On leur offre seulement un espace de temps et de lieu dans lequel on va permettre les conditions pour qu'eux-mêmes se motivent. Donc ça veut dire que vous, si toutefois la personne n'est pas motivée, c'est que vous ne faites pas forcément ce qu'il faut en tant que manager. Et ça se retrouve en tant qu'auto-entrepreneur lorsqu'on lance effectivement son entreprise. Et pour ça, l'intelligence collective, c'est 3 notions. L'intelligence intellectuelle, bon, le QI, ok. C'est l'intelligence relationnelle, comment je me mets en relation avec autrui. Et un gros mot, un troisième gros mot dans l'entreprise, c'est l'intelligence émotionnelle. Et là, lorsqu'on parle d'émotion, on le regarde avec de grands yeux, surtout pour certains managers Rambo qui ont une approche très directive sur les choses. L'intelligence émotionnelle, c'est comprendre son émotion et être en mesure. C'est un super indicateur. Et ces 3 font l'intelligence collective et fabriquent des managers qui sont avec et non plus au-dessus. Merci beaucoup, Alain Manoukian. Dernière question, levez-vous, votre prénom, votre nom, votre fonction. Bonjour, Charles Battista, vice-président national EDCF. Alors, j'ai entendu parler de confiance, d'énergie, de courage, d'espace-temps, et tout ça n'arrive pas à fonctionner dans l'entreprise. Est-ce que le rôle des ressources humaines joue vraiment plein jeu dans les entreprises? Est-ce que les départements de ressources humaines ne sont pas exclusivement à la merci des directions générales et des actionnaires
et ne jouent pas complètement leur rôle. J'aimerais bien vous entendre, et l'un et l'autre, sur ce sujet-là. Ce sera donc la dernière question. Merci beaucoup, Monsieur Battista. Alors, c'est pas là une réaction, comment dire, typique? Est-ce qu'il n'y a pas dans l'entreprise une division chargée de cela, des relations humaines? Non? Oui, c'est vrai que la direction des ressources humaines n'a de ressources humaines des fois que le nom, ça reste une gestion du personnel, souvent. Donc on a transformé un peu le terme. Et la ressource humaine est au service, effectivement, de la direction générale. Ça pose la deuxième question, c'est comment je fais pour changer? Qu'est-ce que je mets en place pour faire en sorte de conduire un changement? Eh bien, dans la majorité des cas, si effectivement le directeur général ou le directeur n'a pas donné le là, ben on ne change pas. On ne change qu'en rupture. On ne change que si on est acculé à changer. Dans sa vie personnelle, professionnelle, lorsqu'on est collé au mur, lorsqu'on a des transformations dans sa vie. C'est le vrai changement, c'est le changement du niveau 2 au niveau Palo Alto, c'est le changement en rupture. Et là, lorsqu'on est effectivement face à un mur, face à une situation, malheureusement, on change. Et dans ce changement, on amène. Alors c'est vrai que les directions, si on peut anticiper et être plutôt dans le micro-changement qui nous permet d'une forme d'élasticité, oui, il y a une forme de réflexion, mais ça part essentiellement par le patron, par le directeur général. C'est lui, effectivement, qui donne le là. Monsieur Battista, est-ce qu'en partie la réponse vous convient? Oui, merci beaucoup. Jean Viard, je ne vous donne pas le mot de la conclusion, mais le mot de l'ouverture. Non, mais je dirais une chose simple, c'est que dans ces sociétés qui sont des sociétés de discontinuité, la légitimité des positions, elle est à reconquérir en permanence. On le sait très bien quand on enseigne. Je veux dire, avant, en gros, on écoutait le prof. Ben, aujourd'hui, on écoute le prof s'il est intéressant. S'il est chiant, on ne l'écoute pas. Et on chahute. On ne dit pas assez souvent ça, mais c'est vrai. Et c'est vrai aussi dans les entreprises. Je veux dire, les positions hiérarchiques sont en permanence à reconquérir. Et elles sont à reconquérir, évidemment, en fonction du résultat pour une entreprise, mais aussi en fonction de la capacité en permanence à mettre en désir le job, à mettre en désir le métier, etc. Et ça aussi, c'est à recomposer. C'est exactement comme une ville. On ne peut pas dire, il y a un service de com qui s'occupe de l'image de la ville. C'est pas ça l'enjeu. C'est comment on construit une ville, un territoire, en étant attentif à la vie culturelle, aux crèches, à des choses comme ça, qui après n'ont rien à voir avec la productivité. Mais ça veut dire que c'est l'ensemble des acteurs qui se disent comment on va faire pour que Metz devienne désirable, alors qu'a priori, c'est une ville qui n'avait pas grand-chose pour elle. Bon, ben, c'est parce que les acteurs s'y sont mis ensemble depuis 20 ans que la ville change. C'est pas un service spécialisé qui le fait. Et je crois que c'est bien ça qu'il faut comprendre. Ces sociétés de discontinuité sont des sociétés à la fois du risque et du jeu. C'est des sociétés du plaisir, c'est des sociétés de la chute aussi, parce que plus il y a de marches, plus on peut les rater. Et donc il faut à la fois se poser toutes ces questions, mais c'est bien, si on les aime quelque part, si on aime ce jeu, ce risque, ce plaisir, que je crois qu'on arrive à gagner des parts de marché, à conquérir. Regardez ce qui se passe en Espagne dans le commerce. Moi, ça me fascine, l'entreprise qui est en train de monter en Espagne. Qu'est-ce qu'ils font? Ils observent leurs clients. Et c'est l'entreprise qui est en train de se développer le plus dans le grand commerce, par une attention absolument extraordinaire aux attentes des clients, etc. Et je dis ça, il y a un grand article dans l'Express cette semaine que je trouvais très bon. Donc je crois que c'est ça qu'il faut se dire. C'est en observant ces salariés vivre, les clients vivre, la société se changer, c'est là qu'on crée de la richesse. Merci beaucoup, Jean Viard, Alain Manoukian, et on peut les applaudir tous les deux. Jacques Bain, venez me rejoindre. Jean-Luc Voltaire également.